Bon, et ben, on se retrouve là pour un petit off, un format qu'on n'a pas fait depuis quelques temps. Ça remonte même peut-être à plusieurs mois. Donc on est trois, il y a Amine, Polo et moi-même. On est installés confortablement dans notre appartement et il y avait un petit sujet qui nous faisait envie depuis quelques temps. Euh, Échange qui va être un peu plus libre que d'habitude. Sur ce qu'on a pu appeler le YouTube de droite. Exactement. YouTube de droite, alors qu'est-ce qu'il en est, comment il s'est créé, quelle est son influence actuellement, ses membres, en quoi on peut dire qu'il est de droite, et, Et aussi sa potentielle influence dans la vie politique au vu de la future élection de 2022. Ouais, oui, donc en fait c'est parti un petit peu d'une première conversation qu'on avait eue il y a un certain temps sur ce sujet-là, et on s'est dit tiens, est-ce qu'on pourrait pas pousser notre réflexion encore plus loin sur ce sujet pour Radio Croissant. Donc on a pu en parler un petit peu avant l'émission, hein, YouTube de droite, YouTube de gauche. Alors, on est très peu structuré dans ce qu'on a prévu de faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un YouTube Game de droite qui existe. Il est composé d'un certain nombre de personnes qui ne sont pas forcément tous structurés entre eux. Et qui n'avaient pas forcément pour vocation d'être des youtubeurs de droite. Oui. Alors il y en a qui l'ont été un peu à leur insu. Exactement. Ou qui n'ont pas un contenu qui est politique et qui, malgré tout, donne une posture ou une position qui met dans la droite. Alors moi, la première chose que j'ai, c'est si on devait parler de ce qu'est la droite dans le YouTube de droite, on n'est peut-être pas forcément sur la même dichotomie que dans la politique actuelle entre la gauche et la droite, c'est-à-dire entre une Exactement. Gauche, on va dire une gauche social libérale et une droite pro-libérale, enfin une gauche peut-être un peu plus marxiste et une droite un peu plus libérale. On est plus sur une distinction par valeur. Par valeur quasiment sociétale, parce qu'on parle beaucoup de la gauche sociétale sur Internet, et comme on l'a rapidement évoqué, c'est le YouTube de droite englobe différentes personnes, pas forcément des professionnels de la politique, ou du moins des youtubeurs politiques, mais un ensemble de personnes qui à mon sens, c'est pas tant qui se veut comme membre d'un parti de droite ou valeur de la droite, mais surtout quitte un discours politiquement correct et la doxa dominante, et à partir du moment où un youtubeur fait ce cheminement, soit en donnant une opinion politique qui change du politiquement correct, ou via un certain humour non politiquement correct, automatiquement il bascule dans le YouTube de droite, qu'il le veuille ou non. Exactement. C'est un petit peu ce qu'on disait, le grand exemple qu'il y a eu, ça a été le JDG, qui, à son insu, d'une certaine façon, au vu de certaines blagues dites transgressives, ou en tout cas un peu extrêmes, on va dire, un peu extrême, on va dire des blagues au XXIe siècle. Voilà, on va dire des blagues un peu misogynes, un peu racistes. Un peu Troisième Reich aussi, voilà. Qui est un peu une rengaine. Ah oui, c'est vrai, en plus, oui, c'est vrai qu'il y avait des blagues Troisième Reich. L'ont fait tout de suite passer dans le YouTube Game et dans le YouTube de droite. Et qui plus est, concernant JDG, le conflit s'est aussi déplacé sur le front de Twitter. Oui. Et parce qu'il y a le Twitter Game aussi. Bien sûr. Ah oui, je pense qu'on va parler du YouTube de droite, on englobe tous les réseaux sociaux, le Twitter Game et l'Instagram Game, si c'est comme ça. Et JDG avait été attaqué sur Twitter très méchamment, et pendant une période il répondait énormément, ce qui amenait des débats, et pour le coup il donnait un petit peu son avis sur telle ou telle chose. Et il révélait, on va dire, en cette partie le fait qu'il était de droite. Mais encore une fois, c'est une droite qui n'est pas une droite revendiquée au sens de militant, et c'est en même temps ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a peut-être l'arrivée d'un nouveau schéma de politique, qui est une politique non militante. Alors il y a une partie même qui interroge sur des questions philosophiques, sociétales, tout ça, mais encore une fois qui n'est pas militante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans une action politique, même si leur action l'est, mais l'intention ne l'est pas forcément.
Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça, on pourra voir aussi. Certes, on le considère donc de droite, mais il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de travail qui ont été faits avec d'autres personnes qu'on considère carrément de gauche. Comme avec, il y a eu beaucoup de participation de Usul, des participations de Mathieu Sommet, etc. Donc c'est vrai que on peut voir ça comme ça. Et c'est vrai qu'entre plus les gens sont militants, moins le discours et l'échange est possible. Oui et non, puisqu'en même temps, il n'y a pas d'échange entre ces deux groupes-là. Hein. Moi, j'ai vu par exemple à un moment un live de Usul, où Usul expliquait pourquoi lui, ça ne l'intéresse pas de faire des lives ou de faire des débats avec des personnes de droite, ou des fachos comme il les appelle, si on reprend cette terminologie. Donc en même temps, ces deux pôles, si on peut dire, ne communiquent pas du tout entre eux. À la rigueur, ils clashent, et ils clashent plutôt sur Twitter, mais il n'y a jamais eu de collaboration ou de débats qui ont été faits. C'est exact. Il y a rarement eu de débat. Après, c'est pas forcément surprenant, mais il n'y a pas vraiment d'échange entre les deux groupes, et je sais pas spécialement. Il n'y a pas eu de featuring. La seule peut-être tentative de me mêler des opinions différentes, c'était peut-être ce qu'elle tentait de donner, mais droite versus droite, avec le cas de Daniel Conversano et Alain Soral, qui a eu le résultat que l'on connaît. Alors cet échange qu'avait eu Zul, il l'avait eu avec Danny Caligula, qui lui au contraire avait l'avis inverse, et qu'il fallait confronter ses idées aux idées adverses, si on peut dire. Et lui par contre essaye de faire un petit peu ça. Par contre il n'a pas, on va dire, le bagage idéologique et de connaissance d'un Usul par exemple. Ouais. Mais le risque d'un Usul, pour moi c'est un petit peu ce qu'il a perdu, hein. Et c'est qu'il s'est enfermé dans un cercle extrêmement restreint, et il n'a pas d'autres prismes de lecture. Et un autre aussi moindre. Il y en a d'autres à droite qui ont la même Oui, problème, évidemment, mais pour rester à gauche, il y avait Osons Causer, qui était assez intéressant, qui faisait des vidéos analytiques, un peu, qui a eu un cheminement peut-être qu'on pourrait rapprocher à celui du Raptor Dissident, c'est-à-dire des analyses très bonnes, très en retard par rapport à l'actualité, mais ce qui permettait d'avoir un objet d'analyse plus conséquent et plus réfléchi, et qui a politisé au sens militant de plus en plus de son discours, jusqu'à maintenant, si je dis pas de bêtises, et qu'il est membre de Mediapart, et il intervient sur Mediapart. Mais c'était un youtubeur qui était très intéressant, je crois qu'il joue toujours d'un certain succès, mais c'est vrai qu'on a eu ce mouvement-là, et c'est un mouvement qui existe aussi de l'autre côté de la barrière. Messieurs, j'aimerais bien, avant qu'on rentre vraiment dans le débat, vous, à quel moment vous êtes rentrés dans le YouTube de droite, ou du moins que vous êtes confrontés de manière voulue ou non voulue, si quelqu'un veut commencer? Oui, pourquoi pas. Il me semble 2013-2014 à peu près. Et ça a commencé du coup par des visionnages, je pense, déjà des sketchs de Dieudonné, et après sur des vidéos qui étaient peut-être plus travaillées pour le cadre de YouTube, de son côté, ainsi que des vidéos de Alain Soral. Et finalement, ce qui a attiré le regard, ce qui fait que je les ai regardés, c'est que c'était drôle. À la fois de se moquer des tics de langage, des trucs, des idées, mais aussi effectivement des réactions que cela pouvait donc engendrer. C'est vrai qu'il y a eu une véritable mémification de Soral, surtout, et c'est vrai que de mon côté, je pense que c'est par Soral et Dieudonné, et ensuite Dieudonné qui m'a fait découvrir Soral, et qui m'a fait découvrir la zone très politique de YouTube, parce qu'à l'époque il était beaucoup plus présent qu'aujourd'hui sur YouTube. Il avait ses vidéos d'analyse, le con du mois aussi, qui était une de ses émissions, toujours avec sa verve, son logo qu'on le connaît, lui sur son canapé rouge, et c'était d'une manière ou d'une autre drôle, et ce qui est certain, c'est qu'ils ont inventé le format. Pour moi, c'était Dieudonné et Soral, ce sont les deux pionniers. Ils y sont allés à fond.
Avec peut-être Osons causer, je sais plus de quand il date, hein, mais... Après, parce que Osons causer, il était au moment où justement Sorel était de moins en moins sur YouTube et davantage concentré sur son site Égalité et Réconciliation. Parce que eux, l'idée du facecam pour parler d'une actualité, c'est eux un petit peu qui l'ont mis en avant, j'ai l'impression. Oui, c'est eux qui l'ont mis en avant et ils l'ont fait de manière très structurée et sans tortiller du cul dans un sens. Il y avait l'humour, mais l'humour était plus lié à la personnalité du Mont pour Soral, étant donné qu'il est humoriste. Ouais. Évidemment, c'était fait de cette manière, et je pense que c'était les premiers youtubeurs à succès, et il ne voulait pas l'être. Soral, j'ai pour objectif des youtubeurs à succès. Je pense qu'il a fait YouTube pour continuer son travail qu'il faisait avec Égalité et Réconciliation, et aussi pour ses bouquins. Moi, je verrais peut-être ça autrement. Je pense qu'il l'a fait pour ne plus être invité à la télévision. Parce qu'il n'était plus invité à la télévision. Oui, plutôt dans ce sens-là, oui. Et je pense que c'est aussi ce qui explique que là, ce YouTube de droite qu'on a depuis 3 ans se soit beaucoup développé sur YouTube. C'est parce que c'était des débats... Alors, c'était des sujets qu'il pouvait y avoir, mais où ils étaient utilisés, on va dire, par des politiques, on va dire des politiciens. Donc c'était des sujets qui étaient abordés uniquement dans un objectif électoral. Ouais. Et donc YouTube, et ça même gauche ou droite pour le coup, YouTube a permis de dépolitiser, on va dire, ces sujets-là, en tout cas de plus leur donner d'intention électorale, et donc de parler plus idéologiquement, philosophiquement, philosophie politique, ou historiquement aussi, de ces sujets-là. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait que Soral a été sur YouTube, c'est que déjà il était blacklisté de toute la télévision, donc lui il était pour un média libre, et je pense que c'est pour ça qu'il l'a pris. De la même façon que Dieudonné s'est mis sur YouTube et a utilisé YouTube essentiellement après tous les interdits qu'il a les interdits d'Emmanuel Valls. Exactement. Ah oui, c'était on est dans la grande partie là à moins que toi, non, tu nous as pas dit comment toi tu étais. Alors je réfléchis, moi j'ai un peu du mal à retrouver. Je dirais que ça a été le fameux clash entre Valek et Salut les Geeks. Valek ou Raptor Dissident plutôt. Et donc avant ça, j'avais déjà eu les premières vidéos, la première vidéo de Raptor Dissident ou quelque chose comme ça, où c'était en réaction à une situation très précise, je ne sais plus laquelle. Il avait fait une vidéo. Et j'étais tombé dessus, et c'est comme ça, je crois que j'ai commencé vraiment à rentrer dedans, sachant que c'était assez marrant parce que je me rappelle au niveau de mon entourage qu'au début il n'était pas considéré comme quelqu'un de droite ni quelqu'un d'extrême droite. En effet. Et c'est le débat public et la polarisation petit à petit qui a amené à dire qu'il était d'extrême droite, et j'ai l'impression que lui-même s'est droitisé par la suite. Et il a également hérité d'une certaine audience, parce que là, merveilleuse transition, il a émergé quand Soral et Dieudonné ont été virés, plus ou moins, je caricature, des réseaux sociaux, suite à différents strikes, et ce qui fait qu'il y avait un vide. Il y avait un vide dans la sphère politique de YouTube, et c'est à ce moment-là où Dieudonné était de moins en moins présent, où se servait de YouTube que pour faire de la promo aux divers projets plus ou moins légitimes. Et Sora, lui, qui a quasiment totalement disparu de YouTube, et donc il y avait ce manque, et c'est là où des gens comme Raptor Dissident qui existaient avant, c'est pas, ils ont pas explosé. Voilà, mais ils ont pas attendu la fin de Soral pour y être, où il y avait vraiment une vraie explosion. Et je pense qu'ils ont hérité de tous ces gens qui regardaient Soral, qui se sont également retrouvés à regarder Raptor Dissident, Valek, pas Valek. Moi j'ai l'impression que ça a drainé plus. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression qu'ils ont piqué forcément. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont absorbé autre chose. Ils ont fait les deux, je pense. Ouais. Et là, je me pose une question. Est-ce que c'est pas à ce moment-là aussi où on a eu le 18-25 qui a commencé à débarquer sur YouTube? Alors. Parce que, par exemple, un grand youtubeur de droite, mine de rien, c'est Résitas, on va dire. Résitas, c'est un même de droite. Oui. Mais
Et est-ce que c'est pas la commu 18-25 qui a commencé à débarquer par exemple chez Valek, Raptor Dissident, tout ça aussi à ce moment-là hein. Parce que les fameux Norage et tout, ça vient un peu du langage 18-25 tout ça. Et d'ailleurs, en tout cas le 18-25 c'était déjà bien approprié Soral. Oui. Quand on regarde sur les posts du forum, les gifs Soral... Je veux dire, il l'avait tellement formalisé et Soral notamment avait tellement codifié ses vidéos sur de choses que ça en est devenu un mème à part entière. Et c'est pour ça qu'on a eu le Alain Soral Gaming, ce genre de choses où on comprenait que ça redevenait réellement finalement quelque chose on le sortait de la partie politique pour se moquer vraiment du type de langage, etc. Sauf que et encore une fois, ça c'est des choses de youtubeurs qui ne sont pas des youtubeurs de droite mais qu'on peut classifier dans les youtubeurs de droite. C'est que les Soral Gaming, les Alain Soral Gaming, ça a droitisé YouTube. Exactement. Mine de rien, ça a droitisé YouTube. Comme j'ai les Jean-Marie Le Pen Gaming, bien sûr. Ça a droitisé même si c'est en se moquant, je pense qu'il y a plus de gens, ça a plus ramené des sympathisants par le troll que l'inverse. Mais la culture web est profondément fondée sur le troll, la figure du troll. Non. La droite a plus d'humour avec la droite que la gauche n'en a avec elle-même. Certes. Nuance. Et déjà, c'est sûr. Et même les mèmes en général, c'est, je trouve, après c'est peut-être aussi parce que les mèmes que je vois par effet de réseau, etc., effet d'algorithme qui me renvoient effectivement des mèmes qui viennent plutôt de ce côté-là. Mais on a beaucoup moins de mèmes inclusifs que de mèmes effectivement qu'on pourrait facilement qualifier de droite. Et on a même l'effet inverse de mèmes qui ne sont pas spécialement de droite, mais qui finalement, parce qu'ils ont été utilisés à une ou deux reprises par des gens connus ou des figures emblématiques de la droite, vont être catégorisés comme fachos. Et c'est ça qui m'avait fait beaucoup rire, Pepe the Frog, qui avait été décrié comme étant un mème nazi. Alors que non, c'est juste une grenouille. Il n'y a pas de... Mais le fait qu'elle se soit utilisée, l'utilisation de ce symbole par certains groupes, fait que la totalité finalement des pans entiers de la culture internet se sont ralliés finalement côté droite. Oui, parce qu'en fait le même drôle est transgressif, le message de droite est transgressif, donc c'est aussi pour ça. Et à un moment, c'est si un mème est populaire, il doit donc être transgressif, donc il doit être de droite. Or, c'est pas forcément le cas. Mais c'est du coup là où on voit la différence entre droite-gauche et finalement droite-gauche YouTube et Internet. Disons que par exemple, un mème raciste, enfin, dire raciste, ou une blague. On est entre nous, ceux qui nous écoutent, ça, on ne prendra pas de pincettes. Il sera attribué à la droite. Oui. Une blague, par exemple, entre on va dire, homosexuels. Il sera quand même attribué à la droite, même s'il était fait par la gauche. Ouais. Je pense. Même si c'est une blague, on va dire, bienveillante, elle sera quand même récupérée, enfin, même pas récupérée, mais affiliée à... Et moi, je prends exemple sur une histoire de ban Twitter qui avait eu lieu, d'une... je sais pas si c'est une influenceuse ou quoi, qui avait dit ouais mais nous les Gwyn et les PD on peut plus rien faire, et parce qu'elle avait mis Gwyn et PD elle s'était faite strike et interdire sa chaîne, et il y avait eu un article du coup après, un contre-article qui avait été fait pour dire mais nous les Gwyn et les PD on a le droit aussi de dire Gwyn et PD et c'est pas un mot qu'il faut interdire, et au final il y avait une récupération comme ça qui était faite, et au final ces personnes qui étaient LGBTQ qui utilisaient le mot Gwyn et PD étaient raffiliés aussi à la droite sans l'être, et au final font partie maintenant du game de droite. C'est moins... En vrai, c'est une grosse différence qu'ils ont avec plutôt le mot nègre, qui lui, finalement, à la gueule de la personne, tu peux te dire ouais lui il a plutôt le droit de le dire, ou lui il a pas le droit de le dire. Alors qu'effectivement, l'algorithme, il a peut-être un peu plus de mal à détecter qui oui ou non a le droit de parler d'homophobie. C'est vrai. Et la gauche, dans ce genre de cas, elle ne sait rarement réagir. Je pense à l'affaire Mila. Où, ça me va. Où on a eu un silence radio. J'ai étudié le général. Voilà, je pense que c'est vraiment un gros morceau. Une des affaires les plus intéressantes sur le plan de la séparation gauche-droite, je trouve. Ouais.
Et sur les limites malheureusement, les limites qu'a la gauche avec elle-même. Exactement. Tu peux nous faire un petit point rapide sur l'affaire Mila, comment ça s'est passé ? L'affaire Mila, c'est une jeune fille d'une 15-16 ans, qui avait fait sur Instagram, il me semble que c'était sur Instagram, un stream. Alors je ne sais plus de quoi elle parlait, et elle s'était faite insulter. Elle parlait de l'islam. De l'islam. Non. Après, elle s'est mise à en parler, justement, il me semble. Elle a commencé à se faire insulter. Il y avait des Inch'Allah ta mère, des choses comme ça. Et c'est là où elle a dit, écoutez les gars, moi, Mahomet, je l'encule, avec ta religion de merde et tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a reçu par la suite, il y a eu un transfert, tout ça, enfin elle a été retweetée, ou je sais pas comment on dit, et qu'elle a eu énormément de menaces de mort et qu'elle a dû changer de lycée. Et donc il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire Mila. C'est-à-dire que la droite s'en est emparée en disant que c'était une jeune fille qui avait... parce qu'elle risquait, elle avait une procédure contre elle. En plus, elle s'était déscolarisée à cause de toutes les menaces. Et il y avait une procédure contre elle. Et il y avait une procédure contre elle pour incitation à la haine raciale, je crois. Et à la haine religieuse. Oui, c'était le centre musulman. Elle s'en est, c'est ça. Et c'est vrai que, alors que elle n'était pas du tout, elle ne parlait jamais de politique, ou c'était pas. Voilà, c'était une gamine de 16 ans sur Instagram, et ça évidemment. Qui était affiliée LGBTQ, je crois. En tout cas, je sais pas si elle était affiliée ou pas, mais elle avait mis en avant aussi son homosexualité. Je crois que c'était ça, effectivement. Elle avait parlé de son homosexualité. Elle avait pris des coups dedans. Ouais. Il me semble que c'était ça. Je sais plus si elle en avait parlé ou pas, mais en tout cas, bon, elle affichait une esthétique, on va dire, qui pouvait être en lien. Et la gauche n'a pas su du tout en parler. La droite l'a défendu. Au nom de la liberté d'expression. Et la gauche n'a pas su quoi dire parce que la droite accusait le fait qu'il y avait une pensée musulmane qui influençait à l'encontre des non-croyants et et qu'elle allait à l'encontre de la liberté d'expression. Et la gauche, elle n'osait pas le faire parce que si elle le faisait, ça veut dire qu'elle attaquait l'islam. Et donc, dans l'islamo-gauchisme, c'est un interdit fondamental. Ouais. Et c'est pour ça que là, j'ai une petite citation de Ségolène Royal, qu'on lui a posé la question sur cette affaire Mila. Elle déclare: il y a une liberté de critiquer les religions, mais moi, je refuse de poser le débat sur la laïcité à partir de déclarations d'une adolescente. Et pour revenir du coup sur le sujet... Elle était ministre des familles, je crois. Et de la jeunesse, même. Du coup, en stream, elle venait de refuser les avances d'un internaute qui dès lors l'accusait de racisme et se montrait insultant contre les lesbiennes. C'est ça. Effectivement. Donc elle le revendiquait. C'était pas du coup, je crois que c'est revendiqué de sa part. Non, pas du tout. Mais du coup, effectivement, suite aux attaques, elle a eu cette réponse. Et c'est vrai que si on devait dire sur les personnes, non, pas du coup. Du coup, il y a des gens qui sont catégorisés dans YouTube de droite, mais dont les idées sont plutôt à gauche, qui ont répondu, mais finalement, il y en a très peu, quoi. Il y a eu JSPC. JSPC, lui, il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite. Déjà, il fait deux choses. Greg Tabiban sur sa scène, je suis pas content. Il fait de l'humour qui s'appuie sur les politiques et l'actualité, et de l'analyse politique. Par son analyse, qui est, somme toute, assez fine, on devine certaines de ses opinions. Il s'autorise à critiquer par exemple les politiques migratoires, mais il ne va pas dire il faut fermer les frontières. Il s'autorise à critiquer tout, et donc de base il est affilié à droite parce que les gens de droite l'apprécient pour sa rigueur intellectuelle. Il a critiqué les dérive, ou du moins l'évolution de Usul. Il a dit, et là forcément c'est avoir le saut de la droite, que Soral, avant de se barrer en couille, avait un message qui était intéressant sur certains points, quoi qu'on en dise. Malgré sa peut-être idéophobie, il a quand même produit des analyses intéressantes sur plein de sujets.
Et, et à partir de ce moment-là, forcément, il était catégorisé à droite, même si lui, je pense aussi pour le plaisir du troll, se dit non, moi je suis de gauche. De toute façon, ils se revendiquent d'un certain marxisme, il me semble. Qui ça? Soral. Soral, il se dit ancien marxiste. C'est ça. Ouais. Comme je crois que Greg Tabibian aussi. Il me semble. Ouais, et on a Papacito qui a expliqué que lui il était très très de gauche, élevé dans une famille de gauche, mais de la gauche ouvrière, la gauche finalement solide, comme il pourrait l'expliquer, jusqu'à effectivement percevoir que ça n'allait pas du coup avec son évolution et sa façon de penser. Après, pour moi, Papacito, je pense qu'il y a un storytelling dont il faut se méfier. J'aimerais bien que. On parle un peu plus tard de Papacito et de j'avais justement un élément d'analyse en plus, un petit peu sur l'émergence de ce cocon fertile. C'est qu'il y a eu la période Dieudo Soral. Ouais. Et bon, ils sont fait ils sont tombés. Ouais. Ils se sont mis aussi eux-mêmes dans la merde. Hein. Oui, bah ça c'est. Pour moi, ils l'ont cherché d'une certaine façon. Ce qui est intéressant, c'est que la relève qu'il y a eu, donc on parlait d'une nouvelle génération plus jeune, mais, et c'est là où était mon analyse, on ne voyait pas leur visage, c'était des animations, c'était des montages, c'était que de la voix off. Ouais. Et ce qu'on observe, c'est que là, depuis 2 à 3 ans, ça se réinverse et on revient à du facecam. Exactement. Et que des personnes qui étaient facecam avant, qui n'osaient pas mettre en avant, on va dire, leur idéologie, maintenant que les autres se mettent au facecam, commencent, on va dire, à se révéler. Ou à évoluer aussi. L'exemple que j'ai, ce sera, à ce niveau-là, Chris de l'effet papillon, qui, au début, était dans des choses beaucoup plus généralistes, et au fur et à mesure, a orienté et a pris des sujets, enfin, il a pris les mêmes sujets que d'habitude, mais il a mis un peu plus, peut-être, c'était peut-être un peu plus positionné. Et positionné à droite. Et plus assumé, la preuve même, il a commencé, il me semble, je peux me tromper, mais à rentrer plus dans le Twitter game et dans les commentaires, à défendre ses points de vue. Ok. C'est aussi le cas de Valek aussi, qui est passé, au facecam. Et le passage au facecam entraînait peut-être une démythification. Ouais, et aussi, il clashait, mais d'une... Non, pas... Je sais pas si c'est une modification... Le facecam entraîne forcément une modification du format. Tu fais pas la même chose quand tu es voix off que quand tu es facecam. Donc forcément, et le changement de format va un peu toucher au message, ou du moins à la perception du message. Après, je pense que dans le cas de Valek, ce qu'il dit reste relativement similaire. Là où par exemple pour le Raptor, bon lui il a fait un passage facecam et j'avoue que depuis son passage facecam, personnellement j'ai moins accroché et j'ai pas... Concernant le Raptor, il y a aussi que, et c'était pas le cas au début, il s'est mis à vendre des produits. Oui, il y a toujours... Il vend des produits nutritionnels, je sais pas s'il est homme d'affaires, enfin... en tout cas si il a un business qui n'est pas en lien avec le message qu'il porte, mais... Et une partie du YouTube de droite a ça actuellement, et c'est un gros problème, je trouve. La chaîne sert de vitrine à une vente de produits. Et je vais prendre un autre exemple, dont on n'a pas encore parlé, qu'un exemple très récent, qui est celui par exemple du Barbare Civilisé, qui est, il faut quand même le dire, en partie une vitrine à l'entreprise qu'ils ont montée de création de bustes, donc là, actuellement Napoléon et Nietzsche. Et c'est vrai que YouTube est devenu un outil marketing pour une entreprise. Et on pensera aussi à Bench & Cigar qui fait la même chose en beaucoup plus putassier. Après, ou pour vendre des bouquins, ou Greg Toussaint pour ses spectacles. C'est vrai. Oui. À quel moment Greg Toussaint s'est mis à faire des vidéos vraiment dans un but d'influenceur, ou à quel moment il s'est mis à le faire pour populariser ses spectacles. Et à quel moment, en ce moment, quand on le voit en train de faire une pub pour ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il a monté là, un nouveau système. Oui, ou accéder à des lives, exactement. Accéder à des lives privés, je crois. Donc, bon, c'est des initiatives qui sont très bien, mais du coup, à quel moment ces vidéos YouTube sont de la promotion et à quel moment ça n'en est pas? À quel moment il y a vraiment le message qu'il a envie de faire passer, ou à quel moment c'est un subterfuge?
C'est vrai. Pour ça. En tout cas, là, on vient de passer le cap des 30 minutes, donc c'est le moment de remercier notre sponsor Red Shadow Legend qui supporte Radio Croissant. Et NordVPN. Mais c'est vrai que oui, on a eu plus sérieusement, on a eu pas mal de youtubeurs qui ont mis en avant d'autres, enfin l'aspect financier. Quelquefois, par exemple, quand Greg Tavibian faisait de la promo pour ses spectacles, c'était pas choquant, c'était pas putassier. Peut-être parce que c'était pas aussi son cœur de. Il en parlait pas tant que ça. Non, mais ça restait, en fait, c'est le sujet, la vidéo, le format et ce qu'il proposait derrière était cohérent. Ouais. Je suis un humoriste, je vous fais de l'humour, je fais de l'humour donc à la fois donc sur YouTube, à la fois sur humoriste d'ailleurs, sinon il est assez frieux sur ce sujet, et du coup à la fois donc à l'extérieur. Là où effectivement on a un rappeur dissident qui te dit voilà, moi je vais faire de l'humour là, je vais analyser ça et je vais te vendre un produit pour les muscles. Et pour moi, ça montrait qu'il y a un marché. Pour moi, le gars de Belchen Cigar, lui, il a vu ce spot comme étant un marché. Après, j'ai clairement l'impression. C'est un youtubeur de droite. Pourquoi ? Parce que côtoie Papacito, parce que fait essaie d'incarner le concept de France éternelle, qui est un concept de droite. D'ailleurs, je ne sais pas qui. Ça me surprendrait pas que Soral ait utilisé ce terme. France éternelle ? Oui. C'est pas improbable. C'est pas improbable. Je sais qu'il est très utilisé par Papacito. Papacito qui, moi, fait partie de la troisième vague des youtubeurs dits de droite. Qui est, à mon avis, j'ai toujours un petit souci avec Papacito parce que justement tu parlais de storytelling. Donc c'est un personnage qui a travaillé sur des bandes dessinées, qui vend des livres, qui a toujours été en partenariat avec la maison d'édition Ring. On parle de Ring, ouais. Bien sûr. Et ce qui fait que dans le personnage de Papacito dit des messages très politiques, mais il le dit en tant que Papacito, sauf que Papacito, est-ce que c'est son personnage de Ring, d'employé de Ring et de vendeur de bouquins, ou est-ce que c'est vraiment lui ? Et pour moi, ça a toujours été cette ambivalence qui, moi, m'embête un peu, mais on pourrait dire, limite, on s'en fout, si ça a permis, par son côté très abordable, très mainstream et très drôle, ça a peut-être permis à des jeunes de se confronter avec ce message de droit et se dire c'est quand même marrant de se moquer d'Usul, le Conseil de France est éternel, la France qui a des couilles, c'est super sympa, et ensuite leur permettre d'ensuite d'évoluer vers des concepts et des auteurs philosophiques et politiques plus sérieux. Donc dans ce point de vue-là, il a son rôle à jouer. Et d'ailleurs, Ring fait ça assez bien, puisque de chez Ring, on retrouve à la fois donc, les livres de Papacito, le choc des titans, ce genre de choses, où j'ai pu lire quelques extraits, effectivement, où on est vraiment sur le même personnage qu'on peut voir en vidéo, on est sur quelque chose d'humour, de drôle, on n'est pas là à décrire, à intellectualiser, on est vraiment sur de la blague, sur de l'envie, de donner envie de voir d'autres choses. Et par contre, ils ont aussi des livres de Oberton, ce genre de choses, qui vont beaucoup plus loin dans les concepts et qui font un travail beaucoup plus chiffré et quasiment universitaire. Ouais, et c'est là où moi je me souviens, c'était un article de gauche qui critiquait un petit peu des mécanismes qui étaient utilisés par la droite, aussi à la télévision, mais j'ai l'impression qu'on retrouve ça sur YouTube, qui est de mettre en avant et en façade des personnes qui ont des propos plus extrêmes, des propos plus extrêmes, pour que au final les moins extrêmes paraissent plus modérés. Et je vois le principe. L'exemple qui était un peu donné, c'était si on met, je sais pas si c'était donné, mais l'exemple ce serait de dire voilà, si on met à la télé ou sur YouTube 10 youtubeurs qui vont dire oui, les immigrés il en faut pas en France, et ben ça deviendra un courant qui prendra plus de place, et donc la personne qui dira oui, non, moi je pense pas qu'il faut être contre ça, je pense qu'il faut réguler, je pense qu'il faut juste faire des quotas, et ben l'idée du quota qui au début était dans la branche extrême devient dans une branche moins extrême, et donc rentre plus facilement dans le débat public, et donc a une force électorale qui est plus forte
parce que on l'oppose maintenant non plus à des quotas face à des quotas un peu plus forts, mais à des quotas à restriction totale. Et je me demande si par exemple c'est pas ce que fait Ring, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de peut-être de machination comme ça en dessous qui se fait? Je pense que c'est quand même une idée de combat politique qui existe, parce qu'à partir du moment où on fait ça, c'est qu'on croit à quelque chose. Évidemment, les côtés business, c'est pas forcément séparé. Et dans cette nouvelle vague des Papacito et tout ça, on a eu également, je sais pas si elle est concomitante, parce qu'on peut la mettre dans cette vague-là, c'est la présence d'hommes politiques historiques, entre guillemets, comme Florian Philippot, Jean Messia, Jordan Bardella aussi, ont tous monté leur chaîne YouTube parce qu'ils ont vu la place que prenait le YouTube de droite, ils se sont dit... Mario Maréchal aussi. Enfin, Mario Maréchal, c'est autre chose. La différence, c'est qu'il y a beaucoup de conférences d'elle, par exemple, qui sont... Exactement, mais il n'y a pas de chaîne Mario Maréchal. Exactement. Elle a créé un institut... Son think tank. Son think tank, comme a fait Jean Messia, comme le cercle Aristote, mais son think tank est plutôt dans la pas la politique politicienne, voilà, sous forme d'une école. On est sur quelque chose d'autre. Néanmoins, elle n'a pas besoin de ça pour être présente dans le YouTube game. C'est un personnage. Et visuellement et dans l'aspect dans les médias, hein, globalement. De toute façon, l'idée de Marion Maréchal, c'est d'être complètement en arrière, d'être une idéologue et d'essayer de recomposer quelque chose et de sélectionner à un moment un louveteau qu'elle verra émerger. Moi, je pense qu'elle est dans cette posture-là. Juste si on peut revenir sur Papacito, parce que là on est dans l'actualité. Il s'est fait striker sa chaîne, je crois. Il s'est fait striker son compte Twitter il y a quoi, 2 semaines? Oui, mais parce que suite à. Il me semble que c'est un repost de la décapitation du professeur. Tout à fait. Mais du coup, il en a profité pour faire une vidéo, donc pas sur sa chaîne, mais lors d'une interview, dans lequel du coup il explique effectivement vraiment donc son chemin de pensée sur le fait qu'effectivement lui il serait plutôt là pour être donc la personne qui fait rire, le bouffon mais au sens noble du terme, puisque lui il a déjà fait quelques vidéos effectivement, dans le fait de faire poser les questions, attirer les gens et peut-être du coup les diriger vers des personnes donc ayant un discours plus sérieux, plus cadré, plus organisé, qui permettent derrière du coup potentiellement donc d'ouvrir le débat. Mais ce que je me demande par moment avec Papacito, c'est à quel point il serait le produit d'une mouvance et à quel point on l'aurait pas placé là pour faire le guignol. Par contre, j'ai dit guignol au sens noble. Oui, je ne connais pas son sens noble, mais non, tu vois, est-ce qu'il a été placé ou est-ce que c'est lui-même qui y a été par juste conviction? Et je me pose quand même cette question-là à un moment, s'il n'y a pas un peu un dark side de ce YouTube game. C'est vrai. Quelque part. Après, comme tous les processus de combat, de combat d'idées ou combat politique, oui, il y a un dark side. Il y a un côté obscur, mais après il faut dire ok, mais est-ce qu'il a fait du bien aux jeunes Français qui se posent des questions politiques? Et là j'avoue, dans ce cas-là, je pense que oui, il a totalement le mérite. Il y a une vulgarisation qui est là, il y a une esthétisation de l'histoire française qui est là. Ce qui est intéressant, moi j'ai l'impression, c'est qu'on a de plus en plus un nouveau roman national qui est en train de s'écrire sur YouTube. Oui. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, quand on a un YouTuber qui parle d'un fait historique, généralement dans les semaines à venir, on va le retrouver ailleurs, chez un autre YouTuber. Un des plus grands exemples que j'ai, et c'est en 2020 que ça a paru, c'est que on a tous découvert cette statistique, et tous les YouTubers pratiquement l'ont mise en avant, même Parabellum, dont je parlerai peut-être un peu plus tard, qui est un média intéressant par rapport à notre analyse. C'est le fait que que la France ait remporté le plus de victoires militaires au monde. Oui, ça. Et c'est une stat, elle a apparu comme ça l'année dernière, on va dire. Personne, on va dire, n'était vraiment au courant de ça. Et maintenant, tous les youtubeurs l'ont mis en avant. Ils ont tous récupéré ça et ils se nourrissent entre eux de leurs arguments. C'était un fait qui traînait depuis très longtemps dans le YouTube game francophile. Francophile étranger.
Ça, vous connaissez ton appétence. Mon appétence pour le sujet, c'est quelque chose qui revenait tout le temps, et c'était assez marrant que à chaque fois que je regardais une vidéo anglophone qui parlait d'un sujet français, il y avait tout le temps ça qui revenait, et il a fallu attendre des années pour que ça... Alors que là en 6 mois, vraiment, on a Papacito, on a Parabellum, on a Julien Rochdy aussi qui a mis ça en avant, et Barbare Civilisée aussi qui a sorti cette stat-là. Elle est en train d'apparaître partout, et je l'ai même retrouvée parfois en commentaire. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, il y a un mème qui est très moins utilisé, mais il y avait les country balls dans lesquels du coup on se moque un peu des clichés sur tous les pays. Et c'est vrai que l'un des gros clichés qui collait à la France, c'était le drapeau blanc, c'est-à-dire ils se rendent très très vite. Et systématiquement dans les commentaires, il y avait quelqu'un ou plusieurs personnes qui disaient on dit ça, ils ont perdu une fois, après sinon finalement globalement c'est eux qui ont plus grande victoire militaire. Mais c'était plus dans la culture populaire, etc., que dans le fait établi et relié. Et là, effectivement, il y a eu un changement. Et de la même façon, on a une réhabilitation de Napoléon depuis un an. Là, on tombe dans le bicentenaire. Et ça va être le bicentenaire en 2021, justement. Ouais. Et je sais pas si c'est en lien ou pas, mais il y a un vrai retour de Napoléon comme une figure idyllique. C'est un peu devenu le nouveau gaullisme. Là où avant, tout le monde se réclamait du gaullisme en politique, on dirait que dans le YouTube Game, tout le monde se revendique de Bonaparte. Sans être bonapartiste. Alors, on a déjà un expert là-dessus. Mais c'est vrai, mais dans la figure militaire et la combativité. Souvent, c'est surtout la monarchie qui revient. Dans l'incarnation d'un esprit français, c'est l'esprit de la campagne de Russie, on va dire, qui essaye d'être ravivé. Et je pense que sur en règle générale, les Papacito et tout ça. Ça m'a surpris que Papacito parle très peu de Napoléon, parle beaucoup de monarchie, beaucoup de souverainisme, pas mal de youtubeurs parlent de monarchie souverainiste et laisse un peu Napoléon de côté, mais j'ai l'impression par exemple que les gens dans les commentaires ou dans le reste, eux vont faire rentrer Napoléon et obliger ces gens-là à en parler pour dire peut-être qu'à un moment Papacito il pourrait très bien dire écoutez, moi j'ai toujours dit que la République c'était de la merde, mais bon, le seul moment où la République elle a quand même brillé, c'était quand on avait un république certes, mais un monarque républicain. Divin même. Ah oui. Mais c'est vrai que quand on regarde le dernier youtubeur à avoir évoqué Bonaparte, c'était plus pour le remettre dans le comment ça s'appelle, c'était Greg Toussaint, mais c'était pour parler d'un autre personnage qui existait du coup au même moment, mais pas du tout pour parler de Napoléon en lui-même. Et c'est quelque chose qui est assez... Et dans la culture populaire, alors nous en France effectivement on a notre image, mais par exemple il suffit de regarder, alors là on va être dans une analyse extrêmement fine, quand on regarde le film Les Mignons, qui reprend en fait finalement du coup l'évolution donc du mal à travers les âges, Bonaparte est représenté comme l'une de ces grandes figures du mal du coup sur lesquelles les Mignons auraient travaillé. Et du coup c'est pour ça que je pense que la vision que que les Français ont de Napoléon et la vision que les autres pays ont de Napoléon doit être bien différente. Et peut-être que en tout cas j'espère que ce bicentenaire on aura une réhabilitation de notre empreinte. Alors normalement il y a du lourd qui se prépare. Oui. Moi j'ai vu pas mal de débats télévisés, tout ça, où ils disent que ça devrait être du lourd. Et qui prévoient vraiment du gros truc. Il y a le film dont et il y a le film qui va on a parlé, qui va être tourné par les Américains, et ça va tomber... Et je pense qu'il y a une action un peu en sous-bassement qui veut ramener une sorte de bonapartisme. Alors, grande question, et peut-être pour transition là-dessus, après on reviendra sur les points d'avant, mais on parle de bonapartisme. Moi, tu m'as demandé tout à l'heure comment j'ai découvert aussi ce YouTube de droite. Il y a une autre porte d'entrée quand même, ça a été Zemmour chez On n'est pas couché. Bien sûr. Et Zemmour est une figure éminemment importante dans le panthéon des youtubeurs de droite sans être youtubeur. C'est ça ce qui est super intéressant, c'est que pour plusieurs raisons, c'est qu'à dire Zemmour fait énormément d'audience, mais je serais assez curieux de savoir la proportion internet versus télévision, parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui soit ne peuvent pas ou n'assument pas de regarder à la télévision Zemmour parce que il y a la famille autour. Et puis
il y a 10 ans, il passait à des horaires, on n'est pas couché, ça passait tard. C'est vrai. Là, là sur CNews, c'est plus simple. Mais c'est vrai qu'il est, il est très repris. Je pense qu'il en a conscience, que CNews en a conscience. C'était du mercato. Hein. Ah ouais. CNews et Zemmour, c'était un mercato, ça a été un achat comme quand si tu achetais Neymar. Quoi. Ouais. Ils ont acheté Zemmour. Ils ont acheté un public et en même temps, ils l'ont façonné pour eux se créer une audience. Et je pense que Zemmour et CNews sont en train, enfin, ils font pas que ça, mais de ramener à la télévision, de ramener à CNews le public d'internet. Ouais. Il est totalement convaincu sur nos groupes Facebook, sur nos Nurchi. Il y a des moments où on se dit allez, il y a Zemmour qui passe à la télé, tout le monde se connecte, ils sont sur Discord et ils suivent. Il m'est arrivé de sortir plus tôt du travail pour voir le fameux Zemmour Marlène Schiappa. Zemmour BHL ou Eindhoven, quoi. C'est un match de boxe. Voilà, exactement. Et c'est un phénomène qui est super intéressant et ça nous joue très bien. Le phénomène Zemmour, justement, appartient, je trouve, un petit peu à ce qu'on disait. Il y en a un qui est encore pire là-dessus parce que je le trouve mauvais en plus. Enfin, pas intelligent pour le coup, mais quand je parlais tout à l'heure un peu de cette volonté de la droite de mettre des propos assez extrêmes pour ramener un centre, pour droitiser le centre en fait, Zemmour est une grande caution là-dessus. C'est-à-dire que maintenant qu'on a Zemmour qui 5 fois par jour balance ses hypothèses sur le grand remplacement et tout ça, le fait que le grand remplacement maintenant passe 5 fois par semaine à la télévision fait que sur internet, quand on met des propos un peu moins acerbes et moins extrêmes, ce centre-là se droitise. Et un qui est très mauvais là-dessus, mais qui est utilisé à ce dessin-là, c'est Jean Messia. Oui. Lui, c'est la figure parfaite qui est utilisée pour... il est instrumentalisé pour moi, Jean Messia. Bon, il est un peu con et lui, il est très content. Non, mais voilà, lui, il est très content parce que il fait de l'audit, il fait des vues et il gagne ses sous, il a raison de le faire. Ouais. Mais il le fait mal, je trouve. Mais je pense qu'il rentre aussi là-dedans. Parce que Jean Messia est quand même un grand facteur de mème. Pas tant que ça, malgré tout. Je sais pas si c'est pas même. Après, c'est un peu une caricature de. Oui. Il est mauvais. Hein. Il est extrêmement cliché mais voilà, il se présente comme exemple ultime de l'intégration. Ouais. C'est une caricature de... C'est un Zemmour qui aurait renié son judaïsme. Ouais. C'est le pas encore plus au-dessus, quoi. Mais oui, en tout cas sur... Et puis il y a Zineb El Razavi aussi. Oui. On en a pas parlé, mais elle est aussi très... Alors là, par contre, c'est politisé. C'est extrêmement politisé. Il y en a un qu'on a un peu skippé. Bon, je suis désolé, je fais un petit retour en arrière. À l'époque où Sora disparaissait, le Raptor et tout ça, c'était vers le coup de 2015-2016. C'était notre cher Henri Delesquin. En 2017, il y a eu les planètes se sont alignées entre la politique de drague, j'allais dire, excusez-moi pour ce lapsus, de droite et le 18-25. C'est que au moment des élections de 2017, il a produit avec son équipe des vidéos, enfin des mèmes, et je pense qu'il faudrait qu'on les télécharge avant qu'elles ne disparaissent. C'est toujours un problème avec ce genre de vidéos. Je comprends pas qu'elles sont encore là d'ailleurs. Humoristique, avec un humour tout sauf politiquement correct, et une source de mèmes, et il a fait des dizaines de milliers de vues, et pendant cette courte période où à mon avis il devait avoir des gens qui bossaient avec lui, il y avait des stagiaires du 18-25. Et en reparlant, moi je pense à Philippot qui remercie le 18-25 à un moment aussi dans une vidéo. Bien sûr. Et voilà, et ça a vraiment décollé pendant un bref laps de temps. Après il s'est remis à faire des choses plus sérieuses, mais on a eu cette fulgurance de 2017 avec Henri Delesquin. Et en fait, et là je pense qu'on peut revenir sur le concept donc de différents personnages pour faire à la fois l'épouvantail, attirer, droitiser. Il a essayé de faire tous les personnages à la fois. Il a essayé d'être celui qui va faire rire et qui va amener les gens à écouter son dossier.
Puis il a essayé de développer effectivement donc, son idée de façon construite, etc. Mais du coup il a perdu les gens qui étaient venus essentiellement le voir, ce personnage-là, le voir en tant que Guillaume, le voir en tant que Memle. Ouais. Et il suffit de voir du coup aujourd'hui donc il essaye de faire la synthèse finalement sur son site, sur ses articles, en reprenant à la fois le concept des tops, le concept des top 10, le concept de ce genre de choses, et à la fois sur des sujets qui finalement sur lesquels il ne fait pas d'humour. Donc il essaie de réutiliser la forme sans vraiment la comprendre et l'utiliser. Et je pense que là, il devait avoir une équipe de communication avec lui. Hein. Et c'était le moment où justement son équipe a su capter l'esprit d'internet du moment. Ouais, et on n'est pas à l'abri d'un candidat qui peut faire quelque chose, peut-être de manière plus sérieuse. Non, il fera rien de Lesquen. Non, je parle pas de Lesquen, je dis peut-être qu'il y a un autre candidat qui va peut-être aussi savoir capter le moment. D'autant plus que maintenant, les gens du 18-25 sont désormais en âge de voter, c'était pas forcément le cas avant. Mais je pense que c'est pas faisable, parce que je pense qu'on est sur le problème donc du personnage. S'il y a un personnage qui se crée comme ça, je ne pense pas qu'il puisse réellement derrière accéder, ne serait-ce que de Lesquen, à ces élections-là. Il n'a pas eu ses voix, il n'a pas eu ses signatures. De Lesquen est un cas assez spécial. Par exemple, prenons un autre exemple d'une icône d'internet sans le vouloir, c'est Jean Lassalle. Je suis très curieux du score de Jean Lassalle en 2022, parce qu'il est présent dans quasiment toutes les vidéos des gens qui parlent, des youtubeurs de droite, on parle de Jean Lassalle. Papacito, on parle tout le temps. Les bons vivants. Les bons vivants. C'est intéressant, ça, parlons des bons vivants aussi, qui représentent un savoir-vivre français et des traditions françaises à travers la gastronomie, en allant dans différentes régions. Et moi, j'ai trouvé intéressant sur l'analyse parce que, premièrement, ils sont très sympas, très chouettes et tout, mais ils représentent un site de vente aussi. Et ils sont sponsorisés par un site de vente, et leur but, c'est de vendre aussi du matériel. Donc, encore une fois, on a un peu ce YouTube de droite qui a pour but d'être une vitrine face à une vente. Ils mettent énormément en avant le côté Jean Lassalle, le côté terroir, et mine de rien, et quand on regarde les commentaires qu'il y a dedans, on sent qu'ils ont un électorat qui est quand même très orienté, qui est présent dedans, et ils ont une part aussi d'influence là-dedans. Et Jean Lassalle, effectivement, ressort énormément. Et les vidéos de Jean Lassalle, où on le voit quand il parle de l'enterrement et tout ça, c'est devenu des mèmes entiers, mais ça va jouer en sa faveur, je pense, pour une élection. Et j'ai vraiment hâte de voir son score, parce que je me rappelle plus, il avait dû faire 3%, je crois 3,5 peut-être. Il a fait quand même plus, et il me semble qu'il a fait même plus que François Asselineau, et qui pourtant bataille d'arrache-pied sur Internet. Mais après, il fait un peu un effet Poutou pour la gauche. Oui. C'est l'effet Philippe Poutou à gauche. C'est Philippe son prénom ? Philippe Poutou. Ouais, je crois, oui. Appelons-le Philippe. Ouais. C'est l'effet l'effet Philippe Poutou qui a eu à gauche, c'est la même chose. Combien de gens ont voté pour Poutou en disant « Oh, moi j'aime bien, il est drôle ». Mais Poutou a fait la même chose. J'ai pas suivi le personnage, il était vraiment sous mon radar, mais Asselineau, oui, c'est clairement il essaye. Ouais. Mais je vois pas comment ça va pouvoir marcher. Et à mon avis, les scores de Jean Lassalle vont être assez intéressants. Ouais, et à voir la campagne qu'il va faire, d'autant plus que moi j'ai quand même suivi sa première campagne, vous connaissez, mais voilà. Et un certain nombre de choses qu'il voulait prédire, annoncer comme difficiles et catastrophiques se sont révélées. Et notamment, on a eu, après les élections, on a eu les gilets jaunes. Ouais. Et Jean Lassalle c'est celui qui avait le plus mieux géré ça, bien sûr. Tapé dans le mille quelques années. Là où Mélenchon, c'était catastrophique. Ouais. Et, enfin, il avait à la fois bien géré là où Mélenchon avait mal géré comment se positionner quand les gilets jaunes étaient arrivés. Mais Jean Lassalle avait été le plus grand prophétiseur de comment les choses allaient se passer. De dire, c'est pas. Alors, les cités vont flamber, effectivement, mais attention, le petit peuple aussi, la campagne va arriver. Ouais. Dans la campagne, on a des fusils, et à un moment, ça va venir des terres, la contestation, et vous saurez rien gérer. Et ça, le gouvernement n'a rien vu, et tout est à Paris, et ça, Lassalle l'avait très bien vu. Et je pense qu'il peut très bien le réutiliser pour une. C'est le seul gilet jaune à être rentré à l'Assemblée.
Ouais. Notre petit Capitole à nous. Voilà, il s'est fait le Capitole à lui tout seul. Présent. Ah bah il était en sueur. Encore une fois, c'est la France finalement qui... Ouais. 1-21, 7ème de l'élection. 1-21, d'accord. Ouais. Mais ce qui est toujours plus, c'est que François Asselineau qui est à 0,7-0,8 je crois. Je crois 0,7 il me semble, ouais. Mais non, les enjeux de 2022 sont... Dupont-Aignan, tu peux nous donner pour voir Oui. où il était? S'il était au-dessus ou en dessous? Je pense qu'il était au-dessus. Parce que là, on lui donne des gros scores, hein, d'ailleurs. Dupont-Aignan, oui, c'est possible. Après, je comprends pas encore, j'ai pas tout étudié, mais... regarder sa chaîne, mais... Pour reprendre une citation, donc sortie d'une vidéo du Cercle Aristote, c'est le gendre parfait, mais en tant que président, on ne sait pas. Je connais pas le Cercle Aristote par contre, je sais pas c'est quoi. C'est aussi un groupement, sorte de think tank, un peu comme le... pas comme le Cercle Apollon, mais c'est des auteurs, c'est une maison d'édition, en partenariat avec une maison d'édition, c'est un peu le contre-culture en plus sérieux, avec des interventions. Voilà, par contre, oui, d'un point de vue idéologiquement, oui, c'est à droite, ils l'affirment. Ils ont différents intervenants, notamment le plus connu, comment c'est... Ah, j'ai son nom sur le bout de la langue. Je ne vais pas le retrouver. Il avait fait 1,79 Nicolas Dupont-Aignan. Donc finalement... très proche de la salle. Exactement. Et je pense qu'il va plus se faire manger par la salle, effectivement, parce que je ne le vois pas lui augmenter. Pas dans les statistiques actuelles, en tout cas. Pas dans les sondages actuels. C'est vrai. L'âge actuel, il est à 5%, je crois. 5% au moins, ouais. Pierre-Yves Rougeron, c'est le... D'accord. Enfin, pas le leader, mais du moins le membre, peut-être. Je crois que c'est le fondateur, je crois. Donc, oui, exactement, ouais. Avec des analyses assez intéressantes, qui avait fait d'ailleurs une émission assez intéressante dès 2017, où il avait fait du coup curé de campagne, où mois par mois, il suivait l'évolution de la campagne présidentielle. Et du coup, j'ai trouvé le concept assez intéressant et assez agréable à entendre, et il développe après souvent des idées, etc. Donc, alors, on a parlé des youtubeurs sur le YouTube Game de droite. J'aimerais bien qu'on y revienne encore un peu après, mais j'aimerais aussi parler des médias qui se sont saisis un peu de cette bulle qui est arrivée pour venir aussi sur ce game. Et alors, il y a une sorte de cohabitation actuellement entre les youtubeurs indépendants, dont on a pu citer tous les noms tout à l'heure, et les médias qui se créent ou qui arrivent dessus. L'exemple le plus tonitruant en 2020, ça a été l'arrivée à grand coup de pompe de Valeurs Actuelles sur YouTube. Ouais. Qui se sont mis à investir énormément, à faire des interviews dédiées à YouTube, qui se sont mis à faire des revues d'actu en reprenant des codes très très modernes de comment ça fonctionne. Moi je trouve ça vraiment dégueulasse, on en avait parlé la semaine dernière. Et je trouve qu'ils sont en train de se fourvoyer dans un format qui n'est pas adapté. Moi, sur ce point-là, c'est de la repompe et de la repisse. Je suis un peu moins vindicatif que toi sur ce sujet-là. Je sais bien. Il y a du très putassier, putaclic. Moi aussi, ils font des micro-trottoirs, c'est dégueulasse. Je trouve ça nul. Leurs interviews, quelquois, sont très très mauvaises. Néanmoins, il y a quelques perles. Il y a des pépites. Il y a vraiment des pépites, mais c'est des pépites quand l'invité est très bon et c'est lui-même parler. C'est dommage parce qu'il y a un super potentiel et j'espère qu'avec le temps et je pense que ça va aussi parce que c'est figure du YouTube de droite aussi, même s'il n'est pas forcément sur YouTube. Geoffroy Lejeune a énormément percé grâce à Internet, déjà qui est beaucoup invité sur les plateaux, mais là il est en train, et je pense que ça va l'être encore plus dans les mois à venir. Geoffroy Lejeune va vraiment s'installer sur YouTube, je pense. Et là, la différence, on est en train d'avoir un peu cette inversion où les youtubeurs indépendants vont commencer à être remplacés par les médias qui débarquent sur Internet. On a le projet Terrabellum qui a été créé aussi il n'y a pas longtemps, qui se veut être une chaîne alors beaucoup plus libérale, une droite beaucoup plus libérale, qui est une sorte de chaîne d'information et aussi de mise en avant d'un certain nombre de faits d'actualité ou de faits historiques ou de géopolitique aussi.
française par contre. Vraiment, ils revendiquent le point de vue français. Et ils ont créé là une chaîne secondaire il y a quelques temps. Donc voilà, bon, CNews, on connaît leur arrivée sur Internet aussi, hein, puisque un grand nombre d'émissions, toutes les émissions de Christine Kelly et Pascal Pro est très important aussi dans cette droitisation, même s'il agace de plus en plus beaucoup de monde. Il a joué un petit peu cette mise en avant des sujets sur le débat public. Et aussi, on a un autre qui était même présent sur Internet bien avant ça, mais encore plus présent sur YouTube, c'est Boulevard Voltaire, aussi, qui produit beaucoup plus. Je ne suis pas spécialiste du sujet, c'est dommage que Nicolas ne soit pas présent, parce que je sais et qui s'y connaît mieux que moi sur ce sujet, mais il me semble que c'était parmi les premiers et les seuls à être invités, notamment au mariage religieux de Jean-Marie Le Pen. Ils font pas mal de vidéos plus longues, ils en produisent beaucoup plus, et je sais que moi ils sont de plus en plus dans mes recommandations, peut-être aussi suite à certains abonnements, mais j'ai l'impression qu'il y a un véritable push de Boulevard Voltaire, et quasiment qui en même temps que, pour moi, qui essaie peut-être de devenir le nouveau Valeurs Actuelles, peut-être. Ouais, peut-être. Alors je voulais rebondir sur quelque chose, mais je ne me rappelle plus. C'est fort dommage. Désastreux. Mais en tout cas, ce qui pour moi, de 2019-2020, ça a été... et le Zemmour et CNews, ça a été ok, c'est officiel, faut qu'on s'occupe. C'était un coming out, hein. Ouais, il faut qu'on s'occupe de l'espace politique d'Internet, parce qu'on peut pas laisser ça sans. Il y avait un grand vide, hein. Mais bien sûr. Il y avait un grand vide. Il y a le politique Internet et télévisuel était totalement séparé. Et je pense qu'on n'a pas fini de voir ce processus. Et pour le moment, on est dans une période qui est que l'on connaît, qui est assez inédite. Mais quand l'élection présidentielle de 2022 va approcher et que les gens vont se positionner, j'ai très très hâte de voir ce qui se passe sur le web et l'impact du web dans les élections. Ça va vraiment être nouveau, puisque effectivement, il y avait moins de personnalités comme ça en 2017, si je dis pas d'erreur. Donc là, cette année, va y avoir des débats, et j'ai vraiment hâte aussi de voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Alors, est-ce qu'il va y avoir une grande coalition ? Est-ce qu'il y en a qui vont faire des coming out, comme on disait, mais auprès de certains candidats ? Est-ce qu'ils vont traiter les sujets, ou est-ce qu'au contraire, ils vont complètement esquiver l'élection ? Je pense qu'ils vont esquiver. Je les vois. En fait, c'est vrai qu'on parle du courant, la droite, le YouTube de droite, mais en vrai, déjà, c'est quasiment uniquement des sujets de société. Il y a pas vraiment ça traite pas vraiment les questions économiques. En tout cas, ça me semble être un point secondaire par rapport aux questions de société. C'est-à-dire, la majorité sont quand même pour une augmentation du souverainisme, donc sortie de l'Union européenne, et un protectionnisme. Donc en soi, déjà par ça, tu vas impacter ton économie. Donc, j'ai envie de te dire que le débat il s'est déplacé de plus en plus sur les valeurs sociétales. Bien sûr. Et peut-être moins économique, puisque maintenant on discutera moins, je pense, de l'organisation économique, en tout cas à droite. À gauche, on veut à gauche, il y a quand même encore des divergences. À droite, ils veulent mettre de l'éthique dans l'économie actuelle, c'est pour caricaturer. Vous inquiétez pas, droite, on prend les mêmes, ça va être mieux. À droite, effectivement, de toute façon, entre la droite libérale et la droite souverainiste, il y a débat. Et c'est là où le RPR, c'est là où les Républicains font qu'ils n'émergent pas, c'est qu'ils n'ont toujours pas résolu ce grand problème en fait. Est-ce qu'on veut renationaliser les pays, renationaliser l'économie, ou est-ce qu'on veut maintenir le marché libre, et après, c'est là où les Républicains se plantent complètement. Et c'est là où on voit qu'il y a quand même une grosse divergence entre la politique avec la politique des partis et la politique Internet. C'est que sur Internet, c'est quand même droite très souverainiste. Qui sont les souverainistes côté politique. encartés.
Ouais. Bon, ce qui se passait au Rassemblement National, c'est bien, avec Marine Le Pen, c'est bien la preuve que c'est pas le RN. Dupont-Aignan, je sais pas trop, et je pense que c'est une petite bulle. Il va fédérer personne. Il fédère personne. Il y a personne. En fait, la droite est quasiment plus en ligne que par les partis. Et ce qui fait que qui va pouvoir incarner ça? Disons qu'à la différence de la gauche, ils ont beaucoup d'individualité, mais aucun qui de toute façon n'est une figure de candidat. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup, ils ont un grand laboratoire d'idées. La gauche aussi, hein. Pour le coup, ils ont quand même beaucoup de choses qui est moins présente, je pense, sur YouTube. Mais en arrière, en base, ils ont une base idéologique qui est très très forte. Il y a beaucoup d'éditions qui se font, il y a beaucoup de réunions, beaucoup de choses comme ça à gauche. À droite, peut-être moins. Par contre, le débat est beaucoup plus sur YouTube. Enfin, YouTube catalyse beaucoup de ces choses. C'est aussi pour ça qu'il y a toujours... Mais aucun candidat, pas. La rengaine de Zemmour va-t-il se présenter? Parce qu'on imagine finalement que lui, comme figure, qui est capable de faire la transition. C'est le seul qui ait une partie dans un pied sur Internet et un pied dans le réel. Et du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est que finalement, il y a on la caractérise finalement beaucoup cette droite YouTube par rapport à son opposition du coup au reste, mais je pense pas que ça soit suffisamment solide et unifié pour qu'il puisse faire front commun proprement. Mais il peut pas faire surtout front commun derrière s'il y a personne. Surtout quand il n'y a pas mais même s'il y en avait un candidat. Mais qui? Mais voilà, et surtout quelles idées il défendrait pour pouvoir rassembler tout le monde derrière lui. Donc ça c'est pas très compliqué. Ça se fait au moins, c'est souverainisme économique, sortie de l'Union Européenne et de l'OTAN. Déjà sur ce triptyque, tu rallies quand même la majorité de la droite. De la droite YouTube. Mais du coup, tu perds toute la droite qui n'était pas de YouTube, mais qui continue à voter de façon façon classique. Et je pense. Je pense même que tu peux ne pas annoncer ça, Amine. Annoncer ces trois-là, autant ONU, souverainisme, mais juste baser une partie de ton... faire une sorte d'enfumage un peu à la Macron et dire voilà, non, moi je suis pour un rétablissement des valeurs françaises, pour un retour de l'autorité à l'école, je suis pour un protectionnisme raisonné. Ouais, non, mais... et je pense que c'est dans le réel, ça se qualifiera plus comme ça. Bien sûr, bien sûr. Et par contre, là, c'est des termes qui seront beaucoup plus fédérateurs pour tout cet ensemble-là. Mais protectionnisme, truc, c'était pas exactement ce que défendait Montebourg quand il y était allé. Excusez-moi. Et je me rappelle quand même que ça s'est planté en beauté, mais c'était ça, ces chevaux de bataille. Tu prends Montebourg avec la gestion médiatique de LREM. Et là, c'est bon. Le problème, c'est que Montebourg a dit ça en étant considéré comme un traître. Ouais. C'est pour ça. Il a été considéré comme un traître, donc forcément, on l'a abattu. Et il faudra faire une contre-République en marche de droite sur le même modus operandi d'enfumage. République en marche avait quand même un gros backing finalement de... D'où le général de Villiers. Ouais. Qui en termes d'enfumage peut être très très bon et qui peut incarner ce retour du souverainisme et de la figure napoléonienne qu'on est en train de reconstruire avec l'idée d'un général qui vient. C'est vrai que ça revient de manière assez régulière, je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé entre nous. Je suis extrêmement dubitatif. Pareil, de plus en plus en tout cas. Sur le personnage, j'ai écouté beaucoup de ses interviews. C'est c'est l'autorité molle. C'est le double langage, moi j'avoue que ça me rend triste. Parce qu'évidemment l'idée du candidat, de l'homme providentiel, c'est quelque chose qui est très français. Bah oui. Mais je pense que oui, peut-être que ça marchera parce que justement on veut un nouveau De Gaulle ou peut-être certains nouveaux Napoléon. Ou finir la République avec ça en se rendant compte que ça fonctionne pas. Voilà. Même ça ne fonctionne pas même ça ne fonctionne pas et on aura l'homme providentiel du 21e siècle. La 6ème République. Voilà, il est très bon. À voir. Mais bon, comme on sait, là, on est comme dans une année où les choses dans une période où les choses vont extrêmement vite. C'est quand même hallucinant de se dire qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Est-ce qu'il n'y aura pas une percée d'une nouvelle personne, ou est-ce qu'on va rester sur un sempiternel
LROM Evan. Disons que là, quand même, je pense que cette année, elle va être encore une fois bien dirigée, donc, par l'omniprésent Covid. Je vois mal comment quelqu'un pourrait s'en sortir pour faire n'importe quelle action qui pourrait vraiment passer au-dessus du Covid d'un point de vue médiatique. Donc je ne vois pas comment quelqu'un pourrait percer cette année. Ça peut aller tellement vite. Tout est possible, hein. Jean Lassalle qui nous fait une nouvelle grève de la faim. Je considère qu'un an, il peut vraiment il peut tout se passer. C'est vraiment, ça peut aller très très vite. C'est vrai que le Covid ralentit la campagne. Et que là, les grands acteurs politiques habituels... Mais elle le ralentit, par contre, c'est-à-dire que le moment où ça va commencer, ça va être un rush, un carnage. Ça va être un rush monumental. Hein. Et le seul qui s'est réellement annoncé pour le moment, je crois que c'est Mélenchon, qui a fait un truc assez bizarre en disant... Oui, Mélenchon a dit... oh, il est malin quand même. Hein. Oui. Ça, on pourra dire tout ce qu'on veut sur Mélenchon, mais... il a dit... C'est un mec intelligent. Il a dit, écoutez, moi je veux bien me présenter au présidentiel... Mais voilà, je veux 150 000 signatures populaires, sachant qu'ils ont déjà 1 million de sympathisants. Et ils l'ont mis sur leur propre site internet, et c'est là où je t'en avais parlé parce que j'aurais... Et il les a eu en 24-48 heures. Moi, parce que j'aurais adoré, c'est que t'es des mecs qui te développent des bots pour avoir des résultats d'une république bananière, genre 300 millions. Ça, j'aurais trouvé que ça aurait été un super troll. Malheureusement, ça n'a pas été fait, mais ça a été trop vite. Ça aurait été il a pris merveilleux. Tout le monde enfin, bon. Mais non, donc il y a Mélenchon qui s'est lancé comme ça. Alors, il y a, j'avais lu ça il y a quelques jours, il y a plusieurs potentiels candidats qui ont commencé à lancer des applications, notamment, pour mettre en avant leur campagne. Okay. Marine Le Pen aussi a commencé à annoncer tout ça. Donc ça se met en marche lentement. J'ai l'impression qu'en même temps, si la crise sanitaire n'est pas passée, personne n'a envie de se lancer parce que personne n'a envie de gérer ça. C'est-à-dire que si c'est pour commencer un quinquennat avec une crise sanitaire à gérer, vaut mieux. Laisse la main. Je pense que ça joue. Hein. Je pense que ça fait envie à personne. Hein. Ah, alors si on a, excusez-moi, on a plusieurs candidats qui sont déjà lancés. D'accord. Nathalie Arthaud. Ah. C'est sûr, c'est elle qui va gagner. François Asselineau. Oui. Nicolas Dupont-Aignan. Oui. Jean Lassalle. Mais attends, il a déjà dit qu'il voulait participer ? Ou c'est les partis c'est pas l'année. Si, c'est la bonne année. Déclaré, non, c'est visiblement, ils sont déjà déclarés eux. Ok. Et Anne Hidalgo. Non, Marine Le Pen, c'est pas déclaré qu'elle y allait ici. Elle a dit déjà ? J'ai dit qu'elle a lancé. Ah là, ok. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Frédéric Poisson. Ouais. Ah bah. Jusqu'à la mort. Hein. Ouais. Défaite en défaite, bah lui, jusqu'à la défaite, mais. Fabien Roussel. Et il garde son panache. Ouais, il garde son panache. C'est vrai. Non, mais on verra pas si vous vont peut-être pas nous sortir un ou une nouvelle candidate de Réal Fago. Hein. On a. Si, il y en a, mais pas de droite. Enfin, pas de droite. On a les Verts. Ah, bah oui. Ah oui, ça, faudra faire attention. Oui, oui, c'est vrai qu'on l'a pas mis en ligne de compte. Ils vont avoir une primaire. Enfin, les roses. Enfin, les pastèques. Les pastèques. Oui. C'est même plus une pastèque à ce niveau-là. Il est bleu à l'intérieur. Il y a un truc qui se passe. Yannick Jadot, effectivement. Je défends le marché. Bah là, honnêtement, l'écologie et la politique, pour moi, ça doit être encore une nouvelle émission parce que là, il y a du. Il y en a que 3. Alors revenons un peu en arrière sur notre YouTube Game. J'aimerais un peu aborder aussi qu'est-ce qui fait que ce YouTube Game de droite est de droite. Parce qu'on a dit qu'il parlait pas d'économie. Il parlait peu d'économie, à la rigueur de souverainisme. Oui. Et encore, pas tant que ça quand on regarde dans le détail. On parle des valeurs sociétales. Et je trouve qu'il y en a il y en a plusieurs qui sont mises en avant. J'ai l'impression qu'une bonne partie du YouTube Game vient se mettre en opposition au white shaming, comment on dit ? White bashing ou le white shaming. White shaming. Et que l'idée est de réimposer aussi c'est l'antiracisme, l'antiracisme inversé. Enfin, c'est un des principaux moteurs des c'est débats. l'aspect identitaire qui est assez pressant. Identitaire, soit comme tu l'as dit par la race, ou identitaire par la culture commune. Ou c'est pour ça qu'il y a toujours un grand retour
des Jeanne d'Arc, Napoléon, Louis XIV et tout ça. Ouais. Et j'ai volontairement amené cette transition pour refaire une transition. Ne divulgue pas tes secrets. Il y a une figure qui revient énormément, qui est une sorte de réappropriation culturelle pratiquement, c'est celle de Nietzsche. Parce que actuellement, il n'y a, je crois, quasiment pas un youtubeur, bon, pas Papacito parce qu'il parle pas de philosophie, mais il n'y en a pas un qui n'utilise pas Nietzsche et sa pensée, ou sa pensée pour légitimer leurs arguments, ou alors mettre en avant la pensée de Nietzsche pour un peu le remettre sur un piédestal, comme quoi c'est celui qui avait vu ce siècle qui arrivait, quoi. Juste avant, du coup, Papacito a déjà effectivement parlé de Nietzsche, mais du coup, là, était du coup en totale opposition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est aussi pour ça qu'il peut pas trop se permettre de revenir dessus, parce qu'effectivement, il avait fait plusieurs vidéos, il avait eu des échanges, il avait eu des clashs avec d'autres personnes. Attends, il a trollé à cause du gay savoir, parce qu'il a écrit gay et savoir, c'est deux trucs pédés. Exactement, et du coup, derrière, il y avait eu un truc. Oui, et pour lui, c'est la personne qui a tué Dieu. Oui, c'est pour ça, ce qui est pas dans sa pensée. Enfin, oui, pas... Exactement, c'est pour ça qu'à mon avis, effectivement, lui, il touchera pas à ce sujet. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve énormément Nietzsche dans le discours de beaucoup de personnes. Nietzsche est devenu l'argument philosophique, il est devenu un argument idéologique pour contrer effectivement tout ce white shaming, toute cette pensée du patriarcat qui devrait et de l'homme blanc qui devrait s'excuser et se pardonner, et toute cette honte qu'il y aurait à avoir grandi dans un certain milieu. Il y en a un, peut-être que j'interprète un peu trop, mais Sorel avec son éternel retour du réel, est-ce que c'est pas le seul un peu à... Ouais, c'est peut-être... Est-ce qu'avec une punchline on peut dire que c'est Nietzschéen derrière? Je ne sais pas. Faut qu'on parle de Onfray aussi. Michel. Ah oui, va falloir qu'on en parle aussi. Parce qu'on parle de Nietzsche, donc c'est vrai que je refais le lien parce que Onfray, je pense, est un moteur dans cette réhabilitation nietzschéenne. Avec Spinoza, peut-être un petit peu. Mais et ce qui est intéressant, c'est que ce que je trouve intéressant et qui montre la limite de ce YouTube Game, c'est que le but est à la fois de vulgariser Nietzsche, donc de le rendre accessible, elle est à la fois de l'utiliser pour l'avoir comme feuille de lecture sur les mouvements actuels, sur la honte d'être soi, et d'utiliser le ressentiment, la morale du ressentiment, comme étant l'outil qui anime toutes ces personnes à vouloir être dans la vengeance, à vouloir rejuger le passé, à vouloir à ce que certaines personnes s'excusent, à vouloir à ce que les minorités prennent une domination sur d'autres. Et en même temps, et moi c'est vrai, et chacun maintenant devient je suis nietzschéen, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que l'énergie qu'ils mettent en avant pour essayer de décrier ces phénomènes qui ont lieu, ces phénomènes sociétaux, est en fait une représentation aussi du ressentiment. C'est-à-dire que quand on commence à faire une vidéo de 30 minutes par semaine pour critiquer un tel comportement et qu'on va se mettre en rage contre ça et qu'on va faire des posts et machin, on est aussi dans un certain ressentiment. Et c'est intéressant au niveau de Nietzsche de voir que le ressentiment qui est utilisé en fait est animé par du ressentiment. Mais il y a une réappropriation de Nietzsche qui a pour but, je pense, d'essayer de créer un terreau consistant de légitimer sa pensée. Un peu comme... Parce que c'est vrai que la droite, on n'avait plus beaucoup. Les libéraux avaient Tocqueville à la rigueur. Et la gauche avait Marx et Jaurès à la rigueur. T'avais la main invisible d'Adam Smith qui revenait un peu de temps en temps, mais c'était plus pour se moquer finalement encore autre chose. Mais la droite manquait beaucoup de ça, et surtout, et c'est vrai que c'était des conversations qu'on avait pu avoir face au SJW, face à cette pensée-là, face au... il n'y avait pas une idéologie que l'on pourrait, ou du moins... C'était, toi tu te retrouves dans un débat face à quelqu'un qui pense ça, comment tu contres? Et ce YouTube Game, je pense, a eu pour but de donner des armes
à clairement. Ça. Et là où je parlais de Nietzsche, je pense à Julien Rochdy qui un peu lui se met dans cette mission-là de vouloir équiper les hommes, parce que c'est effectivement surtout à l'intention, voilà. C'est des hommes pour des hommes quand même. Comment contrer une argumentation du féminisme postmoderne, pour utiliser son expression? C'est ce que oui, j'avoue qu'il y a pas mal de youtubeurs qui justement fournissent une sorte de kit de réponse. Papasto ne le fait pas parce qu'il parle que d'humour, mais même je suis pas content dans ses analyses. Souvent justement il ressort Nietzsche, il ressort également beaucoup de faits historiques assez ou des parallèles avec certaines époques. Et c'est vrai que de manière plus vulgarisateur, les Raptors, surtout les Valek et tout ça, sont la réponse pragmatique au discours SJW. Tout à fait. Qui finalement s'appuie essentiellement sur le fait de montrer leurs contradictions ou de montrer à quel point ils vont donc... C'est vrai que là, un des problèmes avec ça, c'est qu'ils sont plutôt dans comment on leur montrer leurs propres contradictions, c'est très vrai, mais assez rarement de dire ok, maintenant comment contrer l'argument. On est plus dans leur prouver leur bêtise que de démonter l'argument, ou en s'appuyant sur une idéologie préexistante. Parce que avec Nietzsche, oui, on peut s'en servir, mais d'un point de vue mainstream, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Mais c'est ce qui va être intéressant. Ce qui va être intéressant de voir, c'est justement avec quel terreau intellectuel, s'il y a une nouvelle droite, avec lequel du terreau intellectuel elle va construire un argumentaire idéologique. Voire même, est-ce qu'il va y en avoir un, justement? En vrai, il est possible qu'ils y aillent sans armée, sans arme de bagage. Le 2022, 2027, et au-delà, on ne sait pas, il y aura forcément un moment où une droite va se reconstituer. C'est pas l'année prochaine, ça sera dans 5, 10, 15 ans. Mais il y aura forcément un nouveau retour. Là, on est vraiment dans une période qui est assez unique, tant par la crise sanitaire que par l'aventure La République En Marche, qui a mis un coup de pied dans la fourmilière politique. Mais à un moment de l'histoire, il y a forcément une droite qui va se reconstituer. Après, elle peut se reconstituer et pourtant n'aborder aucun élément de ce qui était promu. Je veux dire, en 2017, il y avait des gens, il y en avait même trop, à droite, et ils se sont tapés dessus jusqu'à s'autodétruire mutuellement. Oui, mais quand je dis reconstituer une droite, c'est avec des trucs en commun. Tu peux avoir 50 000... il va y en avoir plein de gens théoriquement de droite qui vont se présenter, mais il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a pas d'idéologie particulière ou de terreau idéologique. Mais il y a un moment dans l'histoire, ça va revenir. Et on a le temps. La France n'est pas jeune, non. Je pense que... Et elle vieillit à vue d'œil. Si on essaie de voir à quoi s'oppose ce YouTube Game de droite, quelles seraient les personnalités dites de gauche qui seraient présentes? J'ai l'impression que... Forcément, on va parler du SUL, comme tu disais... Aux opposés aussi. Comme tu disais un peu avant l'émission, c'est un peu le punching ball de la droite. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est en réaction, pas face à des youtubeurs, mais face au fonctionnement global de d'autres réseaux sociaux, que sont notamment, là, récemment, Instagram, Snapchat et TikTok. En vrai, il y a aussi beaucoup de réactions, non pas à d'autres youtubeurs, mais à des personnalités politiques ou en tout cas hors internet. Oui, c'est vrai que... parce que l'autre punching ball finalement, c'est Rokhaya Diallo. Oui, mais tu en as plein des punching balls. Marlène Schiappa. Manuel Valls, c'était un moment, c'était fou. Oui. Et il revient de temps en temps. C'est vrai que au final, il s'oppose beaucoup plus à la politique en tant que telle et à des journalistes. En fait, c'est plus... Et du Plenel aussi. C'est plus par rapport à... C'est pas tant contre les youtubeurs de gauche ou contre la gauche, mais surtout contre le discours bien pensant ou le discours des politiques qui fait accrocher moins en moins de personnes. Sauf que si t'es contre ce discours qui est très bien pensant,
de facto, tu deviens extrémiste. Si est-ce que tu quittes la bien-pensance, donc tu es quelqu'un... Tu es en noir et blanc, tu fais partie maintenant donc de la fachosphère. Exactement, donc c'est pour ça qu'on dit YouTube de droite, et comme on a dit, c'est pas parce que ils sont de son quartier. La majorité, à mon avis, n'y croit même plus. Mais c'est pour ça qu'il y aura peut-être dans les mois à venir, en vue des élections, un YouTube game de gauche qui va vraiment émerger petit à petit. Ça sera quelque chose à surveiller, oui. Et c'est possible que ça arrive. Je pense que je vais tenter une expérience, ouais. Je vais créer un nouveau compte sur YouTube, tout vide, et je vais voir si je peux essayer d'aller voir côté à gauche comment ça se crée. On est peut-être aussi biaisé par ça. Je pense qu'il y a ça. Le côté algorithme de YouTube qui te remet... Après... Bon, tu te mets 4 vidéos d'Usul de suite, et puis tu auras des trucs. Exactement. Et c'est vrai que... après, j'ai... peut-être c'est... notre sociabilité qui fait ça, autant je me sens plein de gens qui connaissaient pas Papacito ou l'humour ou qui avaient ce fameux humour de droite, mais pas eu beaucoup l'occasion de rencontrer des contradicteurs. Quelques-uns, mais jamais il n'y a jamais eu de discussion sur et là je pense que c'est peut-être un sujet aussi, le fait pourquoi est-ce que ça se parle pas. Il n'y a jamais eu suffisamment en fait d'interaction pour aller au bout du sujet, d'aller essayer de comprendre exactement, d'essayer d'échanger les points de vue plus loin que on pense pas pareil. Et là je pense qu'effectivement ça a été fait, l'exercice intellectuel a été fait par beaucoup, parce qu'on l'a dit plein de fois, mais je sais pas si on l'a déjà dit à l'antenne, c'est que beaucoup de gens qui sont de droite étaient des anciennes personnes de gauche. Donc ils ont eu déjà ce cheminement, donc à quoi bon on va faire un débat. C'est un peu le côté sortir les gens de la caverne, si tu vas, ne serait-ce que pour confronter les idées, pour revoir si potentiellement c'est pas toi qui finalement est revenu en tort, si t'as pas de nouveau un biais. À partir du moment où tu t'affiches politiquement avec ce message, ok, c'est très sympa le doute permanent, mais aussi t'es là parce que tu crois en ton truc, et justement c'est par tes vidéos que tu penses faire semer des petites graines. Après, il y a quand même un fourvoiement qui est en train d'avoir lieu, où j'ai l'impression que ces youtubeurs se rendent compte qu'ils peuvent gagner de l'argent avec YouTube, avec la monétisation, qu'il y a d'autres biais maintenant qu'ils ont une base pour continuer. Et là, on est en train de voir aussi une migration sur Twitch avec des youtubeurs qui commencent à faire du live, du streaming, sur des choses qui n'ont pas forcément à voir avec ça. Et d'autant plus qu'ils savent que si jamais ils gagnent un peu de popularité pour faire quelque chose non politique, leur monétisation est plus assurée, ils peuvent aussi faire d'autres entreprises, parce que YouTube était toujours un super endroit pour eux, mais t'as toujours ce fameux strike, les shadowban et tout ça qui existent, et ils savent pertinemment... Et encore plus sur Twitch. Sur Twitch, oh oui, encore plus sur Twitch, et ils savent pertinemment qu'ils sont sur un siège éjectable. Alors, petite question, je sais pas si ça sera la question ultime. Je pense que c'est une bonne idée. Enfin, une question on va mettre en abîme toute notre conversation. Radio Croissant fait-il partie un petit peu de ce YouTube game de droite ? Je pense. On peut essayer de l'analyser. Quelles ont été les vidéos et globalement comment ça s'est construit ? Je pense qu'on peut dire que ça s'est construit en opposition, effectivement. Opposition globalement à la doxa commune, oui, je pense qu'on peut le dire, à l'envie de refaire revenir les valeurs françaises, remonter le traditionnalisme, parler des quartiers, parler oui, je pense de... Et à mon avis, c'est nos auditeurs qui pourront répondre à cette question. Tout à fait. Je pense que, évidemment, de facto, on va y être parce que on essaie d'élever le niveau du débat, et on sait très bien que c'est la raison pour laquelle on n'est pas sur BFM et CNews, donc on est des outsiders, donc forcément on fait partie dans un sens de la fachosphère, n'ayant pas peur des mots, mais je pense que nos auditeurs sont assez intelligents pour comprendre et comme on l'a prouvé, je pense que faire partie du YouTube de droite, ça fait partie juste être contre la doxa dominante. Oui, et puis comme on avait pu dire, si on n'avait pas une certaine partie de la gauche, même si on était un peu de gauche, on serait affilié à la droite de toute façon. Exactement. Et puis pour te citer, Radio Croissant n'est pas là pour dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais, mais pour dire ce qui est français. Rien qu'avec cette phrase.
En tout cas, si vous avez écouté ce petit échange entre nous, très convivial, un bon dimanche après-midi, on espère que vous avez apprécié. Encore une fois, on vous demandera de ne pas partager, pas liker, pas commenter, mis à part à l'élite de la nation, dont vous saurez de qui il s'agit. On salue tous nos chers youtubeurs de droite exclusivement, maintenant qu'on s'est affiché. Maintenant qu'on fait partie de la famille. Voilà. Salut à vous, on est aussi là. Et puis, n'hésitez pas à avoir lancé un petit MP si vous voulez. Si votre nom a été name droppé, n'hésitez pas. Ciao. Ciao.